Docteur Joël Monzé, bonjour. 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 Très heureux que vous ayez accepté ou que vous deveniez enfin un chroniqueur ici à l'émission. Vous allez nous partager vos connaissances, partager votre savoir. On se sent privilégié. Alors, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci d'être là. Parlez-nous un peu. J'aurais pu faire la grande présentation. Je l'ai déjà fait, mais je vous laisse aller. C'est le but aujourd'hui de nous présenter votre parcours professionnel. De quoi on va parler aussi à toutes vos visites, qui sera aux 2 semaines, si j'ai bien compris, qui sera aux 2 semaines. Alors, Monsieur Monzé, quel a été votre parcours? Mais en fait, comme mon accent le dit, je suis pas né malheureusement au Québec, mais je l'ai adopté il y a 19 ans. Donc, avant de venir vivre au Québec, j'ai vécu 24 ans en Belgique. Et dès assez tôt dans l'adolescence, j'ai commencé à savoir exactement qu'est-ce que je voulais faire. J'avais une télésérie au départ qui s'appelait Pause Café, où c'était une travailleuse sociale qui faisait de l'intervention dans les collèges pour aider des jeunes à développer la plus belle part d'eux-mêmes plutôt que de dévier dans des comportements qui sont parfois regrettables qu'on peut avoir à l'adolescence. Et surtout, durant mes premiers cours de psycho, notre professeur nous avait montré une télésérie franco-québécoise qui s'appelle Le bébé est une personne. OK. Et ça a vraiment été pour moi une révélation pour m'attirer vers la neuropsychologie. Pourquoi? Parce qu'on voyait à quel point, déjà très tôt dans le ventre de la maman, le bébé commençait à développer des mémoires que actuellement aujourd'hui on ne peut toujours pas comprendre parce qu'on ne peut pas les tester. Oui. Mais on sait qu'il y a des choses qui se passent dans le ventre de maman et dans les premières années de la vie d'un enfant qui vont conditionner une bonne partie de la vie de cette personne. Comme lui faire écouter de la musique sur le ventre, et etc. Est-ce que vous touchez un peu à ça aussi? Exactement, Oui, parce que ça peut devenir un effet, comme bébé par exemple, dans le ventre de maman, se sent en sécurité. D'ailleurs, c'est le seul univers qu'il connaît, il se sent en sécurité. Oui. À ce moment-là, si le fait d'entendre une musique particulière, une fois qu'il est né, et qu'ici, à un moment donné où il est stressé parce qu'il commence à être malade, il a un rhume, c'est la première fois qu'il n'est pas bien, donc il y a toute une découverte du corps qui peut paraître bizarre, le fait de reprendre par exemple cette musique-là va contribuer à l'apaisement. Le fait d'avoir pris l'habitude aussi que papa et maman sont présents et font des activités avec bébé quand le bébé est dans le ventre de maman, déjà ça crée une communication, ça permet bien souvent au papa de se sentir concerné par la naissance de l'enfant et ainsi de suite. Et ça va avoir une incidence, comme je le disais, sur le développement de la vie de la personne. A contrario, j'aurais envie de dire que des enfants qui sont dans des situations de stress, par exemple, on a démontré à Montréal que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman pendant que il y a eu la crise du verglas en 97-98, eh bien, ce sont des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés scolaires aujourd'hui parce que, justement, maman a été stressée, elle a été bien souvent délocalisée pendant quelques temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans pendant cette période-là. D'où tout mon intérêt à comprendre le développement de l'enfant, à comprendre la psychologie, à comprendre les neurosciences. J'ai fait un doctorat où j'ai enregistré des cellules pendant plusieurs années pour essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau fait que, quand je vois, j'entends, je sens quelque chose, je suis capable de transformer cette information-là, d'en faire un contenu qui a du sens pour agir sur le monde. Alors moi, je l'ai fait au niveau d'activités plus sensorimotrices et psychomotrices, mais je viens de dire psychomotrice, donc il y a l'émotion qui va intervenir dans la motricité de la personne. L'émotion va intervenir dans la compréhension de ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment tout ça qui me fascine. Et aujourd'hui, j'associe à la fois une pratique clinique dans les Laurentides et à Montréal, et en même temps de la formation et de la recherche pour mieux comprendre l'enfant. Et vous êtes enseignant, donc professeur à l'université aussi, c'est ça? Oui. On va parler tout de suite de vos étudiants. Tiens, quel est le message que vous passez à vos étudiants avec toutes ces connaissances que vous avez maintenant? Et surtout, est-ce que le message passe au niveau de vos étudiants? Je répondrai à la deuxième question. Est-ce que le message passe? Moi, j'aurais envie de dire, ça dépend toujours comment le médecin, qu'il soit en formation ou qu'il soit dans la pratique, va considérer son rôle. C'est certain que si le médecin croit que la médication est vraiment la meilleure des manières pour pouvoir soigner et sauver une personne, et dans certaines situations c'est vraiment le cas, sa résistance à questionner l'usage du médicament va être plus difficile. La même chose, si pour lui, il veut être performant, il veut être efficace, il n'a que quelques minutes pour pouvoir poser un diagnostic et le mieux possible ce diagnostic-là, de manière à éviter toute forme d'erreur médicale qu'on pourrait lui reprocher, donc de respecter le protocole. C'est certain qu'il peut y avoir aussi une résistance à réfléchir à la fois sur le symptôme et sur l'usage de la médication. Mais d'un autre côté, ça fait partie de la vie. Donc le message que je transmets, ce n'est pas de critiquer quel
que soit la forme, c'est de réfléchir sur notre pratique. Et essayer d'arriver, entre autres, à déterminer à quel moment je quitte le thérapeutique pour basculer dans une zone de dopage où on va donner un médicament pour compenser soit des mauvaises habitudes de vie qui devraient être changées préalablement, ou est-ce qu'on va donner un médicament qui va augmenter les performances sportives ou scolaires. Actuellement, je dirais à l'université, les deux secteurs où il y a le plus de Ritalin qui est utilisé par les étudiants, c'est dans le secteur de la médecine et c'est le secteur des droits. Pourtant, c'est des étudiants intelligents. Ce sont les secteurs les plus contingentés pour entrer à l'université. Donc, on est rendu, donc le médecin qui va prescrire de temps en temps une médication, parfois il est à la limite et parfois, malheureusement, il peut franchir cette limite-là. Et l'objectif, c'est qu'il réfléchisse, c'est quoi le mieux pour lui et c'est quoi le mieux pour le patient en tant que tel. C'est se faire dire non à une médication ou c'est d'encourager autre chose comme intervention. J'aurais dû faire mon introduction autrement, c'est-à-dire que tout votre cheminement a fait que vous êtes allé chercher des connaissances dans différents domaines pour pouvoir devenir qui vous êtes comme docteur et d'enseigner aussi qu'il faut faire une union entre tous le type comment dire, les différentes approches qui sont différentes complémentaires. approches, merci, je cherchais le terme, les différentes approches donc au niveau de la médecine. Donc c'est ce message-là que vous donnez à vos étudiants, qu'il est important de ne pas se tenir seulement qu'à l'éducation qu'ils reçoivent comme médecin, mais d'aller chercher des connaissances autres. Tout à fait, et c'est certain que la médecine pharmacologique, c'est une médecine qu'on a bien déterminée en laboratoire, on force une réponse, donc c'est assez facile de voir des effets. Dès qu'on rentre dans des médecines complémentaires, que ce soit de la psychologie, de l'ostéopathie, de la chiropractie et autres, on rentre dans des aspects qui sont beaucoup plus préventifs ou intéressants pour des problématiques chroniques en tant que telles. Dans le sens que si j'ai quelqu'un qui menace de se suicider, heureusement, j'ai des bons antidépresseurs. On est dans quelque chose de très aigu comme intervention. Et là, la médecine, pharmacologique a les meilleurs outils pour pouvoir éviter un drame. Mais dès qu'on rentre dans toute une série d'autres choses qui apparaissent de manière chronique ou en prévention de certaines maladies qui pourraient se développer, en général, ce sont les médecines complémentaires qui sont les mieux outillées. Mais comme elles agissent sur des phénomènes et qu'elles ne forcent pas une réponse, c'est beaucoup plus difficile de les prouver en laboratoire. Parce que je vous mettrai au défi, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais prouvez-moi scientifiquement que vous aimez, par exemple, les personnes de votre entourage. Vous allez pouvoir décrire le phénomène de l'affection que vous avez pour la personne, mais scientifiquement, vous ne pouvez pas le prouver en tant que tel. Absolument. Donc, il faut se laisser une part de réflexion, il faut se laisser une part de doute ou de questionnement par rapport à la définition même de la santé, par rapport à la définition comment est-ce que je peux aider au mieux la personne qui est devant moi. Est-ce que c'est de nouveau en donnant un médicament ou en référant une intervention autre? Mais pour ça, il faut qu'ils la connaissent. Or, comme c'est moins universitaire, c'est moins connu, c'est certain que la chiropractique est rentrée à l'université, la psychologie aussi, mais la psychologie, elle a eu comme défaut de se centrer beaucoup malheureusement sur des aspects symptomatologiques et parfois elle en oublie le sens des symptômes. Dans le sens que si j'ai des pulsions à un moment donné, pulsions motrices, c'est quoi qui me motive là-dedans? Et selon chaque personne, il peut y avoir des origines différentes, donc ça va demander un traitement différent. Le symptôme, on a un même symptôme, mais on a une intervention ou une cause qui est différente. Oui, il faut savoir d'où ils viennent et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour bien diagnostiquer un problème chez quelqu'un. Tout à fait. On va parler de quoi à chaque 2 semaines ensemble? Quels seront les sujets abordés? Mais en fait, les sujets vont rester un petit peu dans ce qu'on vient de discuter, dans le sens qu'il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas accessibles au grand public, entre autres. Qu'est-ce que fait un ostéopathe? Qu'est-ce que fait un chiro? Quand on parle de symptômes, quand on parle de médicaments, qu'est-ce que ça peut impliquer? Et on va aborder des problématiques concrètes, des problématiques que les gens rencontrent au quotidien, et on va essayer de démystifier un petit peu les différentes choses et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour soit faire de la prévention, soit pour faire une intervention qui va régler une problématique plus d'ordre chronique. C'est incroyable. Je ne sais pas si on le veut à l'écran. Bon, vous êtes professeur, vous êtes psychothérapeute, directeur à l'Institut du développement de l'enfance, professeur en pédiatrie à l'Université de Sherbrooke, chroniqueur à l'actualité, chroniqueur maintenant avec nous, écrivain. Et vous avez des projets aussi en branle, dont un projet au Lac-Saint-Jean, je pense, qui s'en vient. C'est ça. En fait, on est en train de suivre une cohorte d'enfants qui... Aviez-vous un peu de temps pour vous? Oh oui, on essaie de le trouver parce que vous rajoutez la famille en plus. Mais vous savez, un de mes dadas, ce sont les enfants qui sont hyperactifs. Je crois qu'on aurait
bourré de Ritalin si j'étais né aujourd'hui au Québec, dans le sens que j'ai toujours été quelqu'un qui adore faire les choses, quelqu'un qui adore découvrir, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, je me lance beaucoup de défis et c'est un peu tout ça qui se retrouve. Bon, parfois, il faut faire des choix. C'est vrai que depuis que j'ai des enfants, je prends peut-être un peu moins de temps pour aller au spa. C'est un regret, mais c'est tellement le fun d'être parent, donc je n'ai pas de regret. Alors, ce projet, donc, au Lac-Saint-Jean, qu'est-ce que c'est ce projet? Donc, en fait, on est en train de suivre une cohorte d'une centaine d'enfants qui participent à des séances de développement psychomoteur, dans le sens qu'on a beaucoup axé nos écoles à faire du développement cognitif et je pense qu'elles le font relativement bien. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas juste un cerveau. On est un corps qui bouge, on est un corps qui ressent des choses, on est un corps qui est en mouvement et qui interagit avec le reste étant le monde ou les personnes qui sont autour de nous. Et ça, on dirait que dans les écoles, on a commencé à oublier ce phénomène nécessaire pour le développement d'une personne parce qu'on s'est trop centré sur beaucoup d'aspects cognitifs. Et à partir de ce moment-là, le fait de remettre des enfants dans des situations de jeu libre, de développement psychomoteur, où ils peuvent bousculer des ballons, lancer des ballons, bousculer des blocs mousse ou des choses pareilles, et faire une activité où ils sont capables de contacter qui ils sont et de développer la créativité, on fait la gageure que ça va les aider à mieux réussir à l'école. La psychomotricité est très très bien développée en Belgique entre autres et en France, d'ailleurs elle nous vient de la France à l'origine et on est en train de voir de quelle manière est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ici au Québec pour résoudre beaucoup de problématiques que l'on voit dans les écoles de manière alternative à la prise de médication. Docteur Monzé, un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. On parlera de Ritalin, si je ne me trompe pas. Probablement. Un sujet dont on a fait appel à vous, à TVA et à différentes stations de radio aussi. On se prononcera donc sur le Ritalin dans 2 semaines? Oui, parfait. Merci, docteur. De retour après la pause, c'est Nicolas Pic, président du Festival du film court de Mont-Tremblant. Et cette personnalité vedette dont je vous parlais et que je ne pouvais pas vous dire, on le voit tout de suite après la pause. À tout de suite. Si vous voulez